Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode. Dans ce Scientific Day, nous allons faire suite à l'épisode de la semaine dernière sur l'importance de travailler la force maximale pour progresser en trail et en course à pied, et sur la musculation en unilatéral ou en bilatéral. Dans cette partie 2, j'ai l'immense plaisir de recevoir Jean-Benoît Morin, professeur des universités à Saint-Étienne et expert de la thématique. En plus de publier régulièrement des travaux de haute qualité sur la question, Jean-Benoît intervient très souvent sur le terrain, aux côtés d'entraîneurs et d'athlètes de tout niveau. Son expertise sur la question du jour est précieuse et va nous apporter beaucoup. Salut JB, comment ça va ? Salut, ça va très bien. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. JB, toi et moi, on est tellement fans de muscu et de force max qu'on a décidé d'enregistrer cet épisode 2 fois. On l'a fait une première fois, puis on s'est dit que c'était si cool de parler de force max qu'on allait le refaire. Plus sérieusement, j'ai raté l'épisode de l'enregistrement une première fois, donc je te remercie officiellement de réaccorder du temps dans ton emploi du temps chargé pour réenregistrer cet épisode. Mais le bon côté de ce petit raté de l'autre jour, c'était peut-être... les choses qui se sont alignées comme ça, c'est que le lendemain ou le surlendemain de notre enregistrement raté, il y a une super méta-analyse qui a été publiée dans Sport Medicine, donc un journal d'une qualité remarquable, qui est venue encore plus confirmer ce qu'on a discuté concernant l'importance du travail de la force max pour les sports d'endurance. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir discuter de tout ce qu'on a abordé en intégrant, on va dire, cette nouvelle méta-analyse. Alors, à la base, c'était un épisode où je parle pas mal on parlait de deux choses, force max et travail unilatéral, bilatéral, mais vu l'actualité scientifique, je te propose qu'on passe juste dans cet épisode un chouïa plus de temps sur force max. En plus, on a eu des questions, moi j'ai eu des questions suite à ta publication, donc je voulais revenir dessus. Je te propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet. Récemment, il y a 2 méta-analyses qui ont été publiées et qui mettent en avant l'importance du travail de la force max pour les sports d'endurance. Il y a Eyara et collaborateurs en 2022 et là, du coup, super récemment, c'est Lanos Lagos et collaborateurs en 2024. Et quand tu regardes ces 2 méta-analyses, elles concluent que pour progresser en vitesse de course, mais surtout en économie de course, qui semble être en fait le paramètre qui progresse le plus entre après et avant l'intervention, il faut travailler en force max. La méta-analyse de Lanos Lagos et collaborateurs est même encore plus tranchée. Il compare 4 modalités de pratique, pliométrique, combiné, sous-maximal et endurance de force. Ils ont 700 participants, j'ai compté ce matin, ça fait 700 participants inclus et plus de 30 études, et ils disent que la seule modalité qui permet de progresser, en fait, c'est le travail de force max. Je voulais commencer en te demandant, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces résultats ? Est-ce que ça te surprend ? Est-ce que c'est des choses qui te semblent d'une certaine logique ? Alors, si tu veux, ça me surprend pas parce que je pense qu'il faut rappeler juste très rapidement ce qu'est une méta-analyse pour les gens qui voient. Une méta-analyse, en fait, c'est une analyse de toutes les études scientifiques qui sont parues sur une thématique. Donc, ça veut dire que ces méta-analyses, et notamment la plus récente qui a été publiée cette année, elles reprennent toutes les études sur une thématique, en l'occurrence l'effet d'entraînement en musculation, notamment à charge très lourde, sur l'économie de course et la performance en course à pied, et elles font une analyse comme si en fait c'était une seule étude avec tous les sujets qui ont été testés par ces diverses études. Et les gens qui suivent l'actualité de toutes les études qui se publient, finalement, quand les méta-analyses sortent, sont relativement peu surpris, puisque ce n'est que compiler tout ce qui est sorti. Néanmoins, l'intérêt des méta-analyses, c'est que ça fait des statistiques globales. Et finalement, vu les résultats des études une à une, les résultats de la méta-analyse sont, pour moi, pas très surprenants. Alors, ces 2 méta-analyses, elles ont un énorme intérêt, c'est qu'en fait, elles font le point régulièrement sur l'actualité scientifique. Et puis, la dernière en date a toujours plus d'informations que celle d'avant, par définition. Et là, en fait, ce que je trouve passionnant, c'est qu'on va vers ce qu'on appelle une forme de consensus, une forme de clarté scientifique. C'est assez rare que les méta-analyses soient claires sur un domaine parce que parfois les méta-analyses, elles mélangent des études qui sont pas du tout faites de la même façon ou chez les mêmes personnes. Mais là, globalement, la tendance et le message est relativement clair. Et je pense que la deuxième chose qu'il faut qu'on définisse clairement avec les auditeurs, c'est ce que tu appelles force max. C'est-à-dire, l'idée là, c'est un entraînement de musculation, de renforcement musculaire dans lequel on va chercher des très hauts niveaux de résistance qui permettent de produire des très hauts niveaux de force et un très faible niveau de répétition. Je crois que dans l'étude de Eyara, ils définissent ça comme toutes les charges qui sont supérieures
à peu près à 70-75% de votre 1RM, c'est-à-dire de votre charge maximale. Pour faire un exemple très simple, oui. Ils sont plus tranchés, je crois qu'ils disent 90% d'un RM. Ouais, donc en fait, on est très proche, pour faire très simple, on est proche des charges que vous pouvez mobiliser maximum 3-4 fois. Voilà, moi je trouve que c'est une bonne façon de résumer les choses. Donc là, on est clairement sur, oui, de l'entraînement à force maximale. Toute petite parenthèse, une des toutes premières études qui a fait ça, mais cette fois une étude sur un seul groupe, ça datait des années début des années 2000-2003, avec Grégoire Millet, qui est un trailer, un ultra trailer très connu, qui avait déjà commencé à investiguer l'effet d'un entraînement à très haut niveau de force. Ce que je trouve aussi intéressant et que tu soulignes, que j'ai oublié de mentionner, c'est que la dernière méta de Lanos Lagos et collaborateurs, ils ont fait des analyses de sous-groupes en fonction du niveau des participants, débutants, entraînés et très entraînés, et en fait ils montrent que l'effet est le même quel que soit le niveau des personnes, c'est-à-dire que ça va profiter autant aux débutants qu'aux très entraînés, et ça pour moi c'est vraiment aussi super intéressant. En fait, c'est ça que je trouve intéressant dans cette nouvelle méta-analyse, c'est que parfois les méta-analyses c'est un peu barbant parce qu'ils font globalement, moi ça me passionne pas vraiment de lire ces articles parce qu'ils font globalement tous la même chose. Ils disent voilà, on a cherché partout, voilà ce qu'on a sélectionné et on a fait un graphique qui vous dit un peu ce qui se passe. Là, eux, ils ont fait une modulation, une sous-analyse comme tu le dis, qui est très intéressante. Et l'autre sous-analyse qu'ils ont faite, c'est qu'ils ont regardé les effets sur le coût énergétique en fonction de la vitesse à laquelle on teste ce coût énergétique. Et pour faire simple, plus on teste votre coût énergétique à une vitesse élevée, plus vous avez un bon niveau. Et on s'aperçoit qu'il y a quand même une tendance à un effet vitesse, c'est-à-dire que ce type d'entraînement est, on va dire, d'autant plus bénéfique que vous êtes un athlète qui a, entre guillemets, une vitesse de confort ou une vitesse de déplacement moyenne élevée. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que ça vient un peu moduler la réponse, de dire globalement, c'est bon pour tout le monde, mais c'est encore meilleur à des niveaux relativement élevés. Là où d'habitude, les études scientifiques, on se plaint souvent qu'elles sont faites sur des groupes un peu de pratiquants qui ne sont pas des pratiquants de très haut niveau, et on a toujours l'hésitation de dire oui, mais moi, pour entre guillemets mes athlètes qui sont de très bon niveau, est-ce que c'est transférable? Là, les données sont quand même assez claires. Le transfert que j'aimerais te poser comme question, là, c'est, on parle de vitesse de course, mais moi j'ai pas mal de trailers qui écoutent. Est-ce que tu penses qu'on peut transférer ça? Est-ce que c'est vraiment juste une question de vitesse ou est-ce que c'est une question d'intensité, de sollicitation musculaire qui fait que le travail de force max marche mieux à haute vitesse qu'à d'autres? Ouais, alors c'est très pertinent comme remarque parce que c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand tu cours plus vite, par exemple, tu compares 10, 12, 14, 16, 18, 20 km/h, le niveau d'impact au sol augmente globalement. C'est-à-dire que le temps de contact diminue, la force maximale que tu appliques sur le sol et donc la force maximale que le sol renvoie dans ton système, c'est ça qui est important, va augmenter. Et j'ai presque envie de dire que mécaniquement parlant, c'est plus sollicitant, et on fera la transition sur pourquoi il y a de l'intérêt à faire de la force, c'est plus sollicitant de courir vite que de courir lentement, très globalement parlant. Et tu le ressens dans tes séances, hein, tu sais que tu pousses sur le sol et puis les données de force le montrent. Plus on court vite, plus ce pic de force verticale augmente. Ouais, et plus on marche vite en montée, plus on va avoir un pic de force élevé. Je pense que la logique est exactement la même. Un point qu'on m'a soulevé en fait en question récemment, j'ai échangé avec Nicolas Martin, qui est un trailer élite français qui court vraiment très fort. Il faisait deuxième au championnat du monde il y a 2 ans. Enfin voilà, il court vraiment fort et il entraîne. Et la question qu'il a soulevée, qu'on n'avait pas abordée la première fois, et j'étais presque content qu'il me la pose, c'est en fait pourquoi le travail de force max engendre ses bénéfices et pourquoi ça peut être utile dans des sports d'endurance où en fait typiquement pendant l'effort, tu vas pas produire de la force max. Donc c'est un peu antinomique. T'es dans un sport où tu travailles que de l'endurance de force pendant ta compétition quasiment. Et en fait, ce qui te fait le plus progresser, c'est de la force max. Est-ce que toi, tu as des pistes de réponse à cette question? Alors, pour moi, c'est une question extrêmement pertinente parce que c'est la question que tout le monde se pose toujours avec le travail de musculation. Tu as les débats tout le temps des entraîneurs de foot qui disent « Oui, mais moi, les gars, ils ont jamais des barres de muscu sur le dos, sur le terrain. » Donc, quelle est l'idée? C'est qu'en fait, le travail de force va préparer ton système musculo-tendineux à 2 choses. Faire face aux intensités qu'il va subir pendant la course. Et je vais te démontrer, chiffre à l'appui, que finalement la course à pied, même si c'est lent, mécaniquement parlant, c'est des très hauts niveaux de tension. Et la deuxième chose, c'est que
travailler la force maximale et augmenter la force maximale, ça va probablement augmenter, améliorer ce que moi j'appelle la réserve de force et que je te définirai plus loin. Pour l'instant, l'aspect mécanistique, quand les études se posent la question de pourquoi il y a ça, la première réponse, c'est on améliore l'efficacité globale de ce qu'on appelle le cycle étirement-détente ou stockage-restitution d'énergie. Il faut jamais oublier que quand tu cours, il y a une part d'énergie mécanique qui va être stockée dans tes structures musculaires et tendineuses et rendue à chaque pas. Et quand tu mets en tension, par exemple, ton mollet et ton tendon du triceps, ben, tu as des tensions musculaires qui sont extrêmement élevées. Beaucoup plus élevées en termes de newton que ce que te laisse croire ta course. Donc en fait, l'idée, c'est qu'à chaque pas, je vais te donner un chiffre très simple, la quantité de force qui remonte dans ton système à chaque pas, c'est de l'ordre de, en termes de pic de force, c'est de l'ordre de 2 à 4 fois le poids du corps, suivant la vitesse, suivant ta technique de course, suivant pas mal de choses. Mais garde ce chiffre en tête. Ce qui veut dire que à chaque pas, 2-3 fois par seconde, par kilomètre, par heure, par séance, même si tu cours à 10-12 km heure, ton corps va subir un pic de force qui vaut à peu près 2 à 3 fois ton poids du corps. Ce qui veut dire que c'est logique pour moi d'avoir une correspondance entre une amélioration de cette fonction-là et le fait de passer sous des barres très chargées de temps en temps pour justement stimuler ce côté-là des choses. Alors on pourrait me dire, puisque le corps subit ça, il suffit de courir, puisque finalement, la course à elle-même va être un stimulus suffisamment important. Et là, je vais aborder le concept de réserve de force, qui est un concept que j'ai emprunté un peu au concept de réserve anaérobie qui a été développé, qui est notamment mobilisé en sport co par Martin Buchek. L'idée, c'est de dire pourquoi ça sert pour un joueur de sport co de développer sa vitesse maximale de sprint, parce que sur le terrain, il l'atteint très rarement et il s'en sert très rarement. Et l'idée, c'est de dire si ta vitesse maximale de sprint est plus grande par rapport à ta VMA, eh bien, tu vas avoir ce qu'on appelle une réserve anaérobie plus grande, ce qui veut dire que tous les efforts au-dessus de ta VMA seront relativement à un niveau de ta capacité maximale plus faible. Par exemple, si j'ai une VMA de 18 km heure et que je cours sur le terrain à 22-24 et que ma vitesse max de sprint c'est 26-28, je suis très très proche de mes capacités maximales. Si à l'inverse, je pousse cette vitesse maximale de sprint, eh ben, ce même 22-24 va être globalement à un niveau d'intensité relative plus faible. Eh ben, la réserve de force, pour moi, c'est le même concept. Quand je cours, j'attaque une descente, par exemple, et je mets le pied sur des rochers et je reçois 2 à 3 fois mon poids du corps, l'idée est de dire si là, sur cet appui, je suis très, très, très proche de mes capacités de force maximale et que je fais ça pendant des minutes et des heures, des descentes, etc., je vais solliciter mon système plus que si mon niveau de force maximale dans le membre inf, par exemple, est plus élevé. Ça n'a pas de vérité scientifique. Il faudrait quantifier deux choses. La quantité de force produite lors d'un exercice de musculation comme, le demi-squat et la quantité de force produite lors d'une descente en trail. C'est faisable, mais à ma connaissance, ça n'a pas été fait. Mais pousser cette capacité de force max, ça fait que tu vas opérer pendant ta course à des pourcentages moins élevés. Et je pense que ça peut avoir des conséquences positives, d'une part en termes de perf, et d'autre part en termes de dommages, de possibilités de cran, de surutilisation de ton système. La même descente et la même répétition de descente, a fortiori, n'a pas le même impact si tu pars avec des niveaux de force maximale différents. Bon, donc c'est bon, on sait la prochaine étude qu'on mènera, toi et moi, on a trouvé la question de recherche à laquelle on veut répondre. J'avais entendu parler également qu'un avantage de la force max, c'est une mini question, je pense que la réponse va être rapide. Un avantage de la force max, c'est que ça fait pas d'hypertrophie, donc en plus tu auras gagné de la force à même masse musculaire. Est-ce que c'est une réalité ça ou c'est une légende? Alors faut prendre des pincettes. Je dirais pas ça n'induit pas de l'hypertrophie. Je dirais ça peut ne pas en induire, parce qu'en fait on est très très différents les uns des autres quant à notre réponse hypertrophique, on va simplifier ça comme ça, face à un même programme de musculation, mais on sait très bien que on peut gagner en force maximale tout en limitant les aspects hypertrophie. Soit on se pèse et on observe le changement de composition corporelle, et puis là on ajuste les séances, parce qu'il y a des athlètes pour le même régime de musculation qui vont prendre un peu, d'autres beaucoup, d'autres pas du tout. Soit on essaye vraiment de cibler cette zone de force maximale. Et enfin, moi, je l'ai vécu personnellement et je l'ai vécu avec des athlètes autour de moi.
ou des gens avec qui je collabore, on peut faire gagner de la force dans le membre inférieur, dans le dos, dans la chaîne postérieure, sans hypertrophier, tout en contrôlant la masse musculaire globale. J'ai presque même envie de te dire, admettons, tu sais, c'est le sketch de Bigard, admettons, quand bien même l'athlète gagne, allez, on va dire, je sais pas, 1 kg, 1,5 kg de masse musculaire. Si ce gain-là, qui va être, entre guillemets, négatif dans certaines phases de la course, il est associé avec un gain positif qui contrebalance ça dans d'autres phases de la course. Et surtout, c'est fondamental, c'est pas abordé par les études, par plus de protection en termes de blessures et en termes de fatigue et d'endurance globale de son système, mécaniquement parlant, bah, ce sera positif. Donc là, je pense qu'il faut pas aborder les choses de façon dogmatique, ni dans un sens qui est, ce que moi j'ai vécu quand j'étais athlète de demi-fond, hein, c'était oulala, les barres, la muscu, niette, parce que tu vas prendre du poids, ça va ruiner ta technique et c'est la fin du monde. Mais il faut pas non plus être dans le oui, on peut faire de la force max, il va rien se passer. Non, il va se passer des choses. Simplement, ben, on a le droit de réguler ce qui se passe. Une autre question, c'était, il y a certains entraîneurs qui même évoluent à très haut niveau en trail, hein, qui ont par exemple travaillé avec des Kilian, etc., qui ont une approche aujourd'hui uniquement basée sur l'endurance de force, qui ne font travailler que l'endurance de force. Est-ce que tu penses que c'est une approche qui est justifiable et cohérente avec la littérature, ou est-ce que tu penses que c'est pas forcément le bon axe d'entraînement et qu'il faut peut-être diversifier les stimulus en termes de musculation? Ouais, je pense que globalement, il faut diversifier les choses. Déjà, je pense que travailler de l'endurance de force, c'est très bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, voilà, c'est dans la logique un peu plus spécifique de l'activité. Et il y a des études qui montrent que c'est un facteur de performance en trail. À ma connaissance, en ultra, il y a pas d'études vraiment sur l'ultra, mais oui, c'est cohérent. Par contre, ne jamais aborder dans la prépa la force maximale, c'est un problème. Pour les deux raisons qu'on a évoquées précédemment. Je rajouterais ça pour la raison de la prévention. Je pense que c'est fondamental pour la prévention des blessures d'avoir une quantité de stimulation de force max importante. Mais le modulo, c'est que peut-être que ces entraîneurs-là s'adressent à des athlètes qui ont déjà des niveaux de force maximale potables, voire élevés. Et donc là, le discours, c'est est-ce que j'en fais un point de développement encore? Pour moi, la question, elle est simple, c'est est-ce que cette force max, elle est élevée ou pas chez l'athlète? Et là, tu auras ta réponse de est-ce que tu as quand même intérêt à la stimuler, à la développer un peu? Une question qui vient aussi naturellement, comme de ce que tu viens de dire là, par rapport au cycle de travail, etc., c'est en fait comment est-ce qu'on peut l'entretenir, cette force max? Admettons, moi je suis en novembre, décembre, janvier, j'ai du temps dans ma planification, je suis loin des courses, je peux faire un vrai cycle de 12 semaines comme Eyara mettait en avant, de développement de la force max avec 2 séances semaine. Mais après, à partir de je sais pas, mars, avril, il va falloir que je commence à passer plus sur le terrain et peut-être que j'aurai envie de passer moins de temps en salle. Est-ce que la littérature a identifié un minimum de stimulation hebdomadaire qui permet de la maintenir? Alors, à ma connaissance, pas aussi spécifiquement que ça. Et là, tu pointes un grand manque des études sur de l'entraînement. C'est on teste très bien les effets de l'entraînement, très souvent, comme tu l'as dit, sur des protocoles un peu massés entre 4 et 12 semaines. Et on teste très rarement les effets de l'arrêt de la stimulation. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe quand, pendant, tu l'as dit, 10, 12 semaines, j'ai clairement développé ma force max, on voit que ça marche bien, machin, etc. Qu'est-ce qui se passe au décours? Qu'est-ce qui se passe après? Et alors, ça s'est fait, bien sûr, dans d'autres domaines, en endurance, on a vu les effets d'une surcharge après un affûtage, etc. Mais sur la force, il n'y a pas grand-chose. Les études dans les sports co, notamment dans le rugby, et j'en ai fait 2 avec mes étudiants, montre que globalement, tu peux clairement diminuer de volume en termes de force maximale, mais maintenir une stimulation régulière et avoir alors on n'a pas testé ça sur 20 semaines, hein, mais sur 3-4 semaines, un maintien de cette qualité. Donc j'ai envie de dire que c'est bien d'avoir des zones de focus où tu vas dire je vais développer ma force max pour passer un palier. Et je pense qu'après, en termes de maintien, il faut quand même, entre guillemets, ne jamais vraiment débrancher le truc, c'est-à-dire avoir au minimum une fois par semaine. Attention, ça ne veut pas dire 2 heures, hein, mais une fois par semaine sur des exercices ciblés, une forme de rappel, une forme de maintien des choses. Ça peut prendre une demi-heure. Hein. Après, l'échauffement, il prend 5-10 minutes maxi. Et en une demi-heure, on peut quand même faire un travail
qualitatif. Ouais, je fais une mini parenthèse très rapide, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'avais fait avec des athlètes. Alors, je leur avais laissé, on avait fait un gros travail de force max avec 3 athlètes que je suivais et on avait laissé 2 séances de muscu par semaine. Sauf qu'en fait, dans la séance de muscu, ils faisaient, par exemple, 1 ou 2 séries de force max et après des séries endurance de force ou pliométrie. Et comme ça, en fait, je travaillais les deux à l'approche. Et bon, forcément, à une semaine de la course, tu fais plus de force max, mais ça se maintient. La grande tendance de la littérature sur l'entraînement de la force et la musculation, c'est quand même la tendance du microdosage. C'est une tendance qui tend à montrer que à volume total, à tonnage total égal, il est préférable de microdoser et d'avoir de la fréquence de stimulus plutôt que de la lourdeur des séances. Il est préférable de faire 6 fois une demi-heure sur un mois plutôt que de faire 3 fois 2 heures. Donc on est un peu là-dedans et je trouve que ça vient bien se marier avec la programmation des disciplines d'endurance, qui est une programmation qui est très volumineuse. C'est-à-dire l'idée c'est toujours où est-ce que je vais caser ces petites pierres qui sont l'entraînement de la force. Après, moi, je trouve ça, pareil, ce sera une petite parenthèse, mais je trouve ça super intéressant d'inclure du travail de volume en endurance, de la base aérobie, après des séances de force max, parce que typiquement, quand tu seras sur un ultra ou un trail long, tu auras les jambes fatiguées et tu vas devoir avancer, et donc tu vas faire ta base aérobie après. Moi, ça me choque pas. Peut-être que toi, ça te choque à l'entendre, mais... Non, moi, il n'y a pas grand-chose qui me choque, en fait, parce que, si tu veux, tout est un problème de justification. Et je peux te justifier exactement l'inverse, qui est de dire, c'est important de développer sa force max en situation de fatigue ou de tension mécanique à la fin d'une séance, parce que justement, en ultra, c'est quand tu vas commencer à mécaniquement avoir des soucis que tu vas avoir besoin d'être capable de produire des hauts niveaux de force. Donc, tu vois, là, je pense qu'il faut pas du tout être, trop contrasté là-dessus. Ouais. Ouais, ok. Une question aussi qui vient naturellement à l'esprit et que j'avais discuté avec Nico Martin, mais qui va faire le lien, je pense, avec une conclusion qui pourrait ressortir de la méta-analyse de Lanos. C'est en fait la conclusion qu'on pourrait tirer, c'est la pliométrie, je la jette à la poubelle, ça sert à rien. Et en fait, une question qui vient naturellement aussi, c'est la question de transfert. Est-ce que ce que je fais en salle, en force max, ça se transfère à ce que je fais à pied? Moi, je te donne mon point de vue et puis tu pourras rebondir dessus ou pas. C'est que pour moi, la pliométrie, ça va avoir ce sens-là. Mon idée, c'est pas de la jeter à la poubelle. C'est que c'est pas forcément elle qui va le plus développer les choses, mais comme c'est le type de mouvement qui se rapproche le plus de ce que tu vas faire sur le terrain, des exercices de plio, par exemple une demi-heure par semaine, ça va te servir à transférer plus facilement la force max vers le mouvement sportif. D'un autre côté, je me fais l'avocat du diable. Toutes les études incluses par Eyara et Al et par Lanos et Al, il n'y en a aucune qui a fait des exos de transfert. Et les mecs, ils progressent. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce que le transfert se fait naturellement selon toi? Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place pour faciliter ce transfert? Est-ce que c'est peut-être ça le rôle de la plio, en fait? Faciliter le transfert? J'aimerais bien avoir ton avis sur tout ça. Ouais, alors... déjà, clairement, dans ces études-là, on fait des comparaisons et on dit l'un fonctionne plus que l'autre. Et donc là, les gens se disent je jette à la poubelle. Ce que les gens oublient de voir, c'est que l'autre, il fonctionne aussi. Donc ça veut dire que on n'a pas une absence d'effet d'un côté et des effets positifs de l'autre. On a juste, et puis les marges sont franchement c'est très proche. Pour moi, c'est pas assez proche. Je trouve que Eyara, ils sont trop tranchés dans leurs conclusions. Ouais. Et malheureusement, derrière, réseaux sociaux, je ne lis que le résumé d'une étude, ça peut vite partir. La plio a de l'intérêt, mais la course à pied en elle-même, c'est déjà un exercice de pliométrie très intéressant parce que à partir du moment où tu atteins une certaine vitesse, si tu regardes en fait en gros les temps de contraction, les temps d'alternance des régimes et la quantité de force produite sur une seule jambe au sol, si tu fais une séance où il y a des lignes droites de 50 mètres à très haute vitesse, tu es déjà dans une stimulation de type pliométrique qui est hyper intéressante. Donc j'ai presque envie de te dire que si j'ai à choisir entre une demi-heure de force maximale et une demi-heure de plio, ou alors rajouter une demi-heure de plio pour ce fameux transfert, chez des coureurs à pied, j'aurais tendance plutôt à dire, écoutez, faites des lignes droites, faites de la vitesse, ou alors ça, ce sera dans vos séances où vous allez un peu plus vite que d'habitude. Tu vois. Mais spécifiquement, rajouter des exercices de plio type bondissement, etc., à choisir, parce que le temps est compté, je choisirais plutôt la force maximale.
Mais ce qui n'empêche pas tu sais, en fin de séance, de faire une dizaine de répétitions de certains exercices très ciblés, hein, ou de finir par la corde à sauter, ce que tu veux. Il y a quelque chose qui est à la mode également, c'est ce qu'on appelle les exercices du pied, qui facilitaient le transfert. Est-ce que la littérature a des évidences là-dessus qui montrent que effectivement, si tu fais des exercices de pied, des intrinsèques du pied, etc., tu facilites le transfert de la force que tu peux gagner en salle, ou est-ce que c'est un mythe et là on ne sait pas encore? Ni l'un ni l'autre en fait. Il n'y a pas d'études, mais c'est pas un mythe. C'est-à-dire qu'en fait c'est pareil. C'est intellectuellement, il faut absolument se méfier de il n'y a pas d'effet parce qu'il n'y a pas d'études. En fait, c'est pas comme ça que ça marche. Il n'y a pas d'études, donc on ne sait pas. Donc on ne sait pas. Mais on a quand même des fortes présomptions dans le sens où le in fine, quand tu cours, la force, elle est appliquée sous ton pied. Et donc, la musculature qui participe à cette transmission de force joue probablement un rôle. Et il y a une ou deux études dans lesquelles on a anesthésié les muscles du pied pour les empêcher de fonctionner et on s'est aperçu que la locomotion était un peu perturbée. Donc, dans ce sens-là, nous, on mène au labo des études de renforcement spécifique des muscles du pied. Alors, on s'intéresse pas du tout à l'économie de course, on s'intéresse plutôt à l'aspect sprint, saut, changement de direction. Mais pour moi, il y a un intérêt évident, c'est qu'en fait, si tu délaisses ce maillon-là de la chaîne et que tu renforces le haut de la chaîne, probablement, j'ai une hypothèse là-dessus, que tu vas avoir des problèmes en termes de transmission. C'est-à-dire que ta chaîne va être très forte, mais tu vas avoir une perte d'énergie à l'endroit où la force est transmise. Donc ça, c'est le numéro 1. Et le numéro 2, c'est là, par contre, il y a une étude en termes de prévention des blessures liées à la course à pied. Tu as une étude brésilienne très bien faite dans American Journal of Sports Medicine qui montre que quand on s'intéresse à cette musculature spécifiquement chez les coureurs, globalement, on a une réduction claire de leurs pathologies diverses. Donc, moi, je pense qu'il y a cet intérêt-là. Et pareil, là, l'idée, c'est de dire où est-ce que je mets les 20 minutes, la demi-heure de renforcement spécifique des muscles du pied. Et donc, si on pense que c'est important, il faut aussi lui faire de la place. Petite pause, si ce Scientific Day vous plaît, je vous invite à aimer la vidéo, la commenter, la partager et vous abonner à ma chaîne en activant les notifications pour ne rater aucune de mes publications. Je vous invite aussi à rejoindre Courir Mieux sur ses autres réseaux comme Instagram et le podcast disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site courirmieux.fr où vous retrouverez l'article associé à cet épisode et toutes les études scientifiques citées. Enfin, vous pouvez soutenir Courir Mieux et rejoindre sa communauté de passionnés de trail et de course à pied sur Patreon. Les différents abonnements proposés vous donnent accès à de nombreux avantages, à des contenus exclusifs et à la possibilité de poser vos questions à mes invités. Le lien vers les offres est dans la description. Allez, on retourne à l'épisode. Il y a un point que tu as mentionné plus tôt dans la discussion sur lequel j'aimerais revenir un petit peu, qui concerne le travail. Alors, juste ce qu'on avait dit sur la pliométrie, par exemple, à haute vitesse, pour moi, c'est transférable à l'endurance de force. On parle beaucoup de pliométrique, mais dans le trail, on parle un peu plus d'endurance de force. Et par exemple, si tu veux transférer, si pour un coureur en sprint, tu feras des lignes droites super vite, peut-être que pour un coureur de trail, tu feras, je sais pas, des montées à haute intensité qui, elles aussi, favoriseraient le transfert. Ou des descentes, ouais. Oui, ou des descentes, exactement. Donc voilà, ça c'est... On n'est pas revenu là-dessus, mais pour moi, ça me semblait assez logique que juste ça dépendait en fait de la spécificité musculaire de ton activité. La question là qui me vient en tête, c'est est-ce que selon toi, il faut faire de la plio ou de l'endurance de force en salle, ou est-ce que c'est quelque chose qui se réserve au terrain, en fait, à la situation plus spécifique, plus réelle? Parce qu'en fait, la force max, on peut jamais la faire sur le terrain. Tu peux pas t'arrêter, enfin, à moins que tu t'arrêtes en trail, tu soulèves un caillou. Mais ça marche pas, quoi. Par contre, l'endurance de force et la plio, tu peux la faire sur le terrain. Est-ce que ça vaut le coup de faire des sollicitations endurance de force et plio en salle ou pas? En fait, je vais te répondre oui et non parce que c'est quand même compliqué si tu veux faire de l'endurance de force. Le gros problème, c'est qu'il faut définir à quel niveau de force. Tu peux faire de l'endurance de force à un niveau de force très bas ou très élevé. Et j'ai presque envie de te dire 15 répétitions et tu peux pas boucler la 16e, c'est de l'endurance de force, ça veut tout et rien dire. Mais sur le terrain, tu vas avoir un problème, c'est que, comme tu l'as dit, tu vas assez vite être très très proche des conditions de course à pied. C'est-à-dire que tu disais, bon, trouver un caillou, ouais, ok, imaginons tu prends comme exercice d'endurance de force des fentes, parce que tu vas bosser à poids du corps. Et tu dis, voilà, je vais faire des fentes. Honnêtement, il va falloir en envoyer pour atteindre des niveaux de entre guillemets de fatigue ou de baisse de performance. Donc moi, je trouve ça plus intéressant de dire on va passer par la salle et on va passer par des niveaux de force plus élevés pour faire l'endurance de force. Et il y a un autre aspect qu'on avait discuté dans la première tentative des choses, c'est un aspect mental. Je trouve ça hyper intéressant, des séances où on a des trucs bien chiants,
où tu vas t'envoyer, je sais pas, 3 fois 100 squats, évidemment avec un niveau de charge qui va le permettre, parce que ça va être aussi un challenge mental. Et ça, je trouve ça intéressant. Et le challenge mental, il est peut-être moins important quand tu es dans ton environnement de trail, dans ton bois que tu aimes bien et que tu vas t'envoyer les marches d'escalier dont tu as l'habitude. Je pense que c'est intéressant quand même de passer par là, d'augmenter le niveau de force sur lequel on va faire de l'endurance de force. Juste avant de passer sur la deuxième partie, on va dire, parce que je crois qu'on a commencé à bien couvrir la partie Force Max, avant de passer sur la partie unilatérale ou bilatérale, il y a une chose que tu avais mentionnée dans le premier enregistrement sur lequel j'aimerais revenir. Tu avais appelé ça, c'était une mise en garde que tu avais donnée sur les travails de musculation en parlant du ni-ni-ni. Je sais pas si tu te souviens de ça. Est-ce que tu pourrais en reparler? Parce que pour moi, j'ai revu il y a 2 jours une vidéo de quelqu'un qui faisait des fentes sur une piste d'athlée en disant séance de renfo. Et je crois qu'il en faisait 20. Et je me disais, ça m'a fait penser à ce que JB avait appelé le ni-ni-ni. Donc peut-être que tu peux rappeler ça. On a beaucoup parlé de performance, hein, c'est vrai, jusqu'ici, parce qu'en fait, les deux méta parlent que de ça. Mais c'est vrai qu'en termes de prévention des blessures, c'est important de le mentionner, même si aujourd'hui, il manque un peu d'évidence. C'est quand même très logique de dire que si tu pousses ton système plus haut, tu auras moins de blessures, quoi. Alors, il y a quand même beaucoup d'évidence et il y a des méta-analyses sur des populations qui sont pas des populations de trailers, mais qui sont des populations de tout. Non. On dit souvent, quand je bosse avec les gens des sport co ou du sprint, la première qualité physique, c'est la disponibilité. C'est-à-dire qu'en fait, la performance, c'est ta capacité multipliée par ta disponibilité. Si tu es le meilleur ou la meilleure du monde, mais que sur les 3 échéances de l'année, tu t'es pété, t'es pas là, il n'y a pas de performance. Donc, c'est quand même important. Alors, tu disais sur le ni-ni-ni. Ouais, en fait, l'idée, c'est de dire si je fais de la musculation et que je veux développer d'un point de vue neuromusculaire mon système et aussi musculo-tendineux, il faut absolument que j'évite des choses qui sont ni de la vraie force maximale, ni de la puissance, c'est-à-dire de la force à un très haut niveau de vitesse, ni de la vitesse maximale. Et par exemple, quand tu fais des fentes, si tu t'amuses à faire des fentes dans lesquelles il n'y a pas de charge maximale, c'est-à-dire il n'y a pas de surcharge, c'est pas lent, t'es pas à un effort maximal, eh bien dans ce cas-là, tu fais tes fentes parce que tu envisages de développer autre chose, c'est-à-dire peut-être ta puissance. Si tu veux développer ta puissance en fente, il faut que tu sautes, il faut qu'il y ait de l'explosivité, puisqu'il faut que tu sois à vitesse maximale. Ou alors, tu veux développer ton endurance, et là, il y a un nombre de répétitions extrême. Mais si tu n'es ni dans un cas, ni dans l'autre, ni dans le troisième, eh ben, tu fais quelque chose qui va pas être inefficace, mais qui va pas solliciter ton système. Pour créer des adaptations, il faut solliciter le système à un niveau maximal de quelque chose. Donc, quand je rentre dans une salle de musculation ou que je vois des vidéos d'athlètes, si je vois des répétitions, on va prendre un exemple très simple, du demi-squat, la base. Si je vois des demi-squats, et que la charge et la vitesse à laquelle ça se passe ne me disent pas, bon, bah là, il est en train de travailler ou elle est en train de travailler la force max. Eh ben, dans ce cas-là, je m'attends à voir de la puissance. Auquel cas, je m'attends à voir des sauts et de l'explosivité. Sinon, c'est pas à vitesse max et je suis pas à puissance max. Si je vois pas ça non plus, c'est-à-dire, imagine, tu vois quelqu'un qui a, je sais pas, la moitié de son poids du corps sur une barre et qui fait des demi-squats, eh ben, si les reps sont pas à vitesse max, c'est pas de la puissance max. Manifestement, c'est pas de la force max. Donc, tu t'attends à voir quoi? Un nombre de reps très élevé, parce que ce serait de l'endurance de force. Et si tu as ni, bah, tu sais que, bon, et malheureusement, c'est souvent le cas, en fait. Tu te dis, bon, là, tu es en train de ni travailler ta force max, ni ton appui ancré. Bon, tu fais du renfort, certes, tes muscles travaillent, mais je pense que tu manques d'efficacité. Faut être tranché dans le truc. C'est soit l'un, soit l'autre, soit le troisième. Si c'est ni l'un, là, t'es dans un truc, quoi. Et je pense que tu es, le terme anglais, c'est time efficient. Tu es pas efficace avec ton temps. Tu vois l'idée? Et après, c'est sûr que le travail de musculation, ça prend du temps. Hein. Si tu le fais comme ça te bouffe du temps pour pas grand-chose. La question à 1 000 €, juste avant qu'on passe sur unilatéral ou bilatéral. À partir de combien d'entraînements par semaine, je considère que remplacer une séance à pied par une séance de muscu, c'est intéressant? Ah ouais, c'est intéressant de poser comme ça. Tu veux dire à partir de combien d'entraînements de course à pied par semaine? Ouais, c'est ça. Bon, si j'ai deux séances maximum par semaine, j'ai du mal à croire que ça va être une muscu, une à pied. Mais à partir de combien, selon toi, il y en a une qui peut devenir de la muscu?
Ouais, bah en fait, il faut découper les séances. C'est-à-dire que si tu as 2 séances, bien sûr, tu peux pas te permettre de ne courir qu'une fois parce que là, pareil, hein, courir qu'une seule fois, c'est quoi l'idée, hein? Il vaut mieux, tu suis les recommandations de Blaise Dubois, hein, il vaut mieux courir 4 fois un quart qu'une fois un bloc. Donc là, je pense qu'il faut en fait commencer à pas parler de séance, mais à parler de temps. Si tu as 2 séances et que en gros tu as, on va dire 4 heures, je pense que à partir de 4 heures, c'est pas incohérent de mettre une demi-heure sur du renfort. Encore une fois, vu la discussion précédente, bien fait, clair, avec un objectif ciblé. Après, bien sûr, si tu me dis dans ma vie j'ai que 2 heures par semaine pour m'entraîner et je veux faire du trail, bon bah là, là on va discuter parce que 2 heures, ça commence à. Mais malgré tout, l'idée c'est si t'as que 2 heures par semaine, admettons, pourquoi pas, il va falloir que tu acceptes une fois toutes les 2 semaines de n'avoir qu'1 heure et demie pour venir poser cette demi-heure de renfort. À un moment donné, soit on accepte que c'est important et que c'est ce qu'on appelle une grosse pierre et il va falloir la place, soit va comme ça. On la met de côté, ouais. Je te propose, en fait, la thématique de la muscu et de la performance est tellement passionnante qu'on pourrait avoir 8 heures d'enregistrement et un podcast incroyable, donc on est obligé de cutter et de faire des choix. Je te propose qu'on clôt la première parenthèse Force Max, même si on peut revenir un peu dessus dans les réponses, mais qu'on passe sur la partie qui m'intéressait aussi, à savoir les exercices unilatéraux ou bilatéraux. D'après la littérature que j'ai vulgarisée rapidement, il n'y a pas énormément de différence dans les progrès entre des athlètes qui vont travailler un cycle avec des exercices de musculation unilatéraux versus bilatéraux. Du coup, moi je me dis, si les deux font progresser pareil, il y en a peut-être à privilégier à un moment et d'autres à privilégier à un autre moment. Selon toi, qu'est-ce qui peut amener, c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun et qu'est-ce qui peut guider des personnes dans ce choix exercice unilatéral versus bilatéral? Ouais, alors je pense qu'il faut pas trop faire de choix et qu'il faut mobiliser les deux pour une raison que je vais développer après. Juste une mini parenthèse. Tout ce qu'on a dit sur la Force Max, ça nécessite parfois un coach spécialisé, formé pour bien se former à ça. Le gros problème de la Force Max, c'est pas la Force Max. C'est la Force Max quand elle est mal faite par des gens qui sont pas formés ou voilà, c'est pas comme prendre tes baskets et aller courir. Je le reprécise ici, je l'ai bien mentionné dans l'épisode numéro 1 et ça veut pas forcément dire vous payez un coach comme nous ce qu'on propose, enfin ce que je propose chez Quoi Mieux ou quoi, hein, c'est des fois dans la salle où vous allez, il y a des personnes qui sont formées et qui peuvent vous corriger, il suffit juste d'aller les voir à l'accueil, leur demander est-ce que tu peux venir me voir. Tu peux aussi commencer sur des machines guidées avant de faire de la barre libre parce que tu seras plus en sécurité sur un squat où la barre est fixe que sur un squat où la barre est libre. Mais en tout cas, oui, je pense que c'est très bien que tu le rappelles. N'hésitez pas à aller voir les spécialistes qui sont dans les salles ou des coachs formés, des coachs diplômés, qui vous aideront certainement dans ces exercices. Yes. Alors, unilatéral, bilatéral, en fait, l'idée globale, c'est de dire, en fait, on devrait faire que de l'unilatéral parce que, sauf erreur, la course à pied, on est sur une seule jambe. Tu sais, le truc, oui, c'est évident, bien sûr. Mais, il y a un gros problème dans le discours, c'est que la seule façon d'aller atteindre des niveaux de force très élevés avec le système, c'est quand même de passer par des exercices bilatéraux. Donc, il faut pas évacuer ça de la discussion. Et moi, je pense que l'unilatéral va être très intéressant dans le challenge de contrôle du tronc et du bassin qui va impliquer. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de garder du bilatéral pour atteindre des très hauts niveaux de force parce qu'on a plus de stabilité et parce qu'on peut produire plus de haut niveau de force, et de garder l'unilatéral pour le challenge d'équilibration que ça va permettre. Tu vois, on en a discuté, je le remets là, mais si tu prends le soulevé de terre, qui pour moi est un exercice fondamental pour le coureur, pour plein de choses, la chaîne postérieure, les fessiers, etc. Ce soulevé de terre-là, il aura de l'intérêt en bilatéral parce que c'est là que tu vas aller chercher des très hauts niveaux d'engagement, des très hauts niveaux de force, etc. Et le soulevé de terre unilatéral, évidemment, tu vas aller sur des niveaux de force moins élevés dans l'absolu, mais tu vas être sur un seul appui. Et donc, tu vas avoir, en plus du niveau de force élevé sur cet appui, un énorme challenge d'équilibration à gérer parce que tu vas avoir cet appui unipodal. Donc voilà, je pense que je dirais pas 50-50, mais il faut être certain de ne pas systématiquement travailler en bipodal et systématiquement travailler en unipodal. Pour les deux raisons, c'est complémentaire en fait. Ça me soulève une question, ce que tu viens de dire, qui renvoie également au transfert, mais cette fois pas au transfert de force, mais au transfert de stabilité. Tu viens de dire qu'un avantage des exercices unilatéraux, c'est que c'est la stabilité qui demande, la synchronisation et la stabilité qui sollicite. Est-ce qu'on sait
si cette stabilité que tu peux développer, par exemple, avec des exercices unilatéraux ou des fois, tu sais, de la stabilité sur de l'exercice de proprio, est-ce qu'on sait si ça se transfère dans le geste sportif ou ça, c'est pas super clair? Alors, il y a des études il y a des études, il y a même une méta-analyse assez bien foutue sur les effets alors ils appellent pas ça stabilité, ils appellent ça core strength, le gainage, pour faire très très simple, la force du centre du corps. Qui est souvent mesuré de façon un peu bâtarde avec des tests de planche, de chronomètre sur planche latérale, planche un peu sur toutes les faces, et puis on se dit, bah voilà, plus tu restes longtemps, plus t'as de force, bon. Mais bon, on peut pas faire autrement. Et la capacité à changer de direction, à sprinter, à lancer, donc des capacités physiques assez proches de gestuelles de sport. Mais ces études-là sont plutôt orientées sport co, sport à explosivité. À ma connaissance, il n'y a pas eu cet aspect-là des choses sur des sports d'endurance, voire de la course à pied. Donc, il y a deux choses qui me permettent de dire que c'est plutôt une hypothèse positive. Un, la présence de ça dans d'autres types de sports. Et donc, l'idée, c'est de dire pourquoi ce serait présent sur des sports de lancer, sur des sports de déplacement et pas sur de la course à pied, d'endurance. Et la deuxième, c'est que c'est du bon sens, en fait. Ça fait du sens de se dire que si à chaque appui, a fortiori sur une surface instable, à haute vitesse, en descente, etc., si à chaque appui, je mobilise du contrôle de mon bassin et de mon tronc et que je l'améliore par ailleurs dans des situations, on va dire, de musculation classique, le transfert, j'ai pas d'hypothèse qui me permette de pas y croire. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, ok, il n'y a pas d'études, mais j'ai quand même envie de dire, moi, j'ai des tests, j'ai des situations où quand les gens sont stables dans ces situations-là, c'est quasiment impossible pour moi de devenir instable dans les mêmes sollicitations sur de la course. Je pense qu'on a fait un bon tour, en tout cas pour la première partie un peu générale. Il y a quand même une dernière question que je voulais aborder avec toi, même si jamais tu vas aborder un autre point, on en est libre, hein. Mais il y a une dernière question que je t'avais posée l'autre fois et que j'avais trouvé intéressante, surtout par rapport aux travaux que tu as publiés ces dernières années. Ok, je suis trailer et notre épisode m'a convaincu, je vais aller faire de la muscu, j'ai compris que c'était important, je vais le faire. J'aime pas trop en faire, si je peux minimiser le temps que j'y passe, c'est cool. En trail, j'ai besoin de monter, donc j'ai besoin de mes quadris. Je pense que ça suffit que je travaille, par exemple, des squats, non? J'ai pas besoin de faire d'autres choses. Qu'est-ce que t'en penses, toi, JB? Alors, en fait, l'erreur consiste à penser qu'on a besoin que de ces quadris, en fait, dans l'idée. C'est-à-dire que la propulsion, a fortiori en côte et a fortiori quand on court vite, c'est quand même principalement une affaire d'extenseur de la hanche et une affaire de fléchisseur plantaire. C'est-à-dire que quand on regarde les sollicitations importantes par exemple dans les montées, la propulsion, elle est quand même beaucoup centrée autour de la hanche et des extenseurs de hanche, et donc des groupes fessiers ischio. J'aime pas du tout l'approche d'isoler les choses et de dire je vais renforcer mes ischios, parce qu'en fait quand on court, les adducteurs contribuent aussi, enfin bref. Mais il faut la discussion de dire je vais renforcer mon extension de hanche. Et ça, je trouve ça très intéressant, la puissance de l'extension de hanche. Et donc, le squat, par exemple, ou le soulevé de terre, ça va être très intéressant pour ça. Bien sûr, les quadriceps vont être connectés à tout ça, mais là où je trouve qu'il y aurait une erreur, ce serait de faire des exercices qui développent que la force d'extension des quadriceps. Par exemple, du leg curl, etc. C'est trop déconnecté et ça fait trop peu participer les extenseurs de hanche. Il faut jamais oublier un truc, c'est qu'en fait, quand tu as une tâche à effectuer, par exemple, monter des escaliers, monter une pente très pentue, ton corps s'organise et il y a un concert de contribution de groupes musculaires. Et si là-dedans, il y a des groupes musculaires qui sont faibles, c'est eux qui vont être les facteurs limitants, quelle que soit la force des groupes musculaires forts. Et pour faire simple, si tu as des quadriceps très développés, si tu continues à les développer mais que tu oublies complètement ta chaîne postérieure, à un moment donné, c'est elle qui va être le facteur limitant, soit en termes de surutilisation et de blessure, soit en termes de performance. Donc, je pense que c'est quand même intéressant de distribuer un peu le focus en intégrant fessiers, ischio. Il faut pas oublier que les ischios, à chaque fois que tu fais un pas de course, les ischios sont activés et sont utilisés juste avant la phase de toucher du sol pour freiner ta jambe, la partie qui est sous le genou, et ton pied et contrôler le toucher du sol. Et donc, si t'as pas des ischios costauds, au bout d'heures et d'heures de course, ce freinage de la jambe, il va être problématique. Pour ma petite expérience personnelle, je trouve que par exemple mes sorties longues qui vont durer 4-5 heures sont plus difficiles les lendemains où j'ai fait des soulevés de terre que les lendemains où j'ai fait des squats. Que si j'ai les ischios un peu flingués, je le sens plus dans les jambes quand j'ai fait des gros soulevés de terre que quand j'ai fait des gros squats. Donc ça revient peut-être un peu à ce que tu dis, et parfois on peut sous-estimer leur importance.
Ouais, et ça revient à la discussion sur la réserve de force, qui est que peut-être que tu as une réserve de force un peu plus marquée sur les quadris et donc ils sont moins affectés, et que peut-être ta réserve de force est un peu plus basse sur les ischios et donc la même stimulation les a laissés dans un état mécanique un peu plus abîmé. Abîmé, ouais. Ouais. Et puis c'est vrai que des fois, quand on fait du trail, à la fin, t'as mal au quadri en fait. Après des descentes, t'as pas forcément mal aux ischios. C'est peut-être ça aussi qui participe à les oublier. C'est que souvent tu souffres des quadris, quoi. C'est descendre un escalier qui va être dur. Ouais, et puis je pense que là-dedans, il y a quand même aussi un effet de l'historique un peu, de la musculation, de la perception du corps. Tu regardes des mannequins, tout le monde voit les cuisses, les quadriceps. Il y a un peu un biais dans l'interprétation du rôle de ces muscles-là, qui nous a fait oublier la face postérieure aussi parce qu'elle est placée postérieurement et puis peut-être qu'on a une vision des choses qui est un peu antériorisée, tu vois. Mais ouais, je pense en termes de contribution, c'est important de travailler ces chaînes-là. JB, je te propose qu'on clôture ici cette première partie générale qui est pour tout le monde. Tu vas encore nous accorder un petit peu de ton temps dans une partie réservée aux abonnés premium de Patreon, du Patreon Courir Mieux, où tu vas nous donner des exemples de séances, de musculation que toi tu trouves pertinentes. Et on va revenir sur un petit point également, musculation à plat, quand j'habite en plaine versus quand j'habite en montagne. Mais pour ici, on va s'arrêter là. Il y a une question que j'aimerais te poser. Si les auditeurs qui ont écouté ce podcast souhaitent suivre ton actualité scientifique, qu'est-ce que tu fais? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, je pense que le mieux, c'est de faire un tour de temps en temps sur Twitter, X. On n'est pas obligé de s'abonner. Mon fil est public et Instagram. Parfois, quand on a des publications importantes, je les retranscris aussi sur LinkedIn. Et puis, j'ai un site internet qui s'appelle jbmorin.net. Et en fait, je remets dessus tout ce que je fais ou je publie. C'est-à-dire, quand je fais un podcast et qu'il est publié, je le remets dans ma catégorie médias. Ça permet un peu de revenir sur les choses. Mais pour l'actualité, on va dire la plus chaude, c'est Twitter le moyen le plus simple. Super. Eh ben, je mettrai tous ces liens en description. JB, encore merci beaucoup pour ton temps que tu as accordé à répondre à toutes ces questions. On passe sur l'autre partie, mais merci beaucoup et à très vite pour échanger sur une autre thématique certainement. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que son contenu vous a plu et que cet échange avec Jean-Benoît Morin vous a encore plus guidé vers la meilleure utilisation possible de la musculation pour performer en trail et en course à pied. N'hésitez pas à suivre Jean-Benoît sur ses différents réseaux, les liens sont dans la description. De plus, Jean-Benoît est également intervenu dans d'autres podcasts. Je vous invite à aller jeter une oreille à ces derniers, vous ne serez pas déçus. À très bientôt pour un nouvel épisode.